Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, la place de la femme, c'est à la cuisine. Avec des diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. La nécessité d'agentivité des femmes. Fon parler de travail femme. De qui s'agit-elle? Un podcast qui vous présente des femmes haïtiennes que vous ne connaissiez peut-être pas. S'il me fallait au monde présenter mon pays, je dirais la beauté, la douceur et la grâce de ces matins chantants, de ces soirs glorieux. Je dirais son ciel pur, je dirais son air doux, l'étagement harmonieux des mornes bleuissants, les molles ondulations de ces collines proches, l'émeraude changeant des cannes au soleil, les cascatelles glissant entre les grosses pierres, diaphanes chevelures entre les doigts noueux, et les soleils plongeant dans des mers de turquoise. Je dirais, torches rouges tendues au firmament, la beauté fulgurante des flamboyants ardents, et ce bleu et ce vert, si doré, si limpide, qu'on voudrait dans ses bras serrer le paysage. Je dirais le madras de la femme en bleu qui descend le sentier, son panier sur la tête, l'onduleux balancement de ses hanches robustes, et la mélopée grave des hommes dans les champs, et le moulin grinçant sous la lune la nuit, les feux sur la montagne à mi-chemin du ciel, le café qu'on recueille sur les sommets altiers, l'entêtante senteur des goyaves trop mûres. Je dirais dans les villes, les torses nus et bronzés de ceux qui, dans la rue, sous la dure chaleur, ne se laissent effrayer par la plus lourde peine, et les rameurs menant à l'abri de nos ports, lorsque revient le soir, les corallins dansant, cependant que les îles au large, paresseuses, laissent monter en fumée au fond du crépuscule la lente imploration de leurs boucans lointains. Mais j'enflerai ma voix d'une ardeur plus guerrière pour dire la vaillance de ceux qui l'ont forgée. Je dirai la leçon commande plus qu'étonnée donnèrent ceux qu'on croyait des esclaves soumis. Je dirai la fierté, je dirai l'âpre orgueil, présent qu'à nos berceaux nous trouvons déposés, et le farouche amour que nous portons en nous pour une liberté au prix 3 fois sanglant, et le bouillonnement montant dans nos artères, lorsqu'au fond de nos bois nous entendons l'appel du conique tambour que nos lointains ancêtres ont porté jusqu'à nous des rives de l'Afrique, mer vers qui sans cesse sont tournés nos regards. S'il me fallait au monde présenter mon pays, je dirais plus encore, je dirais moins encore, je dirais ton cœur bon au peuple de chez nous. Mon pays, Marie-Thérèse Colly-Monral, mon cahier d'écriture, Atelier Fardin, 1973. La voix que vous venez d'entendre est celle de Marie-Thérèse Colly-Monral, poétesse, éducatrice et bien sûr féministe. Elle est une figure importante, non seulement de la littérature haïtienne, mais de manière plus générale, de la lutte pour l'égalité des genres dans la société haïtienne, notamment en facilitant l'accès à l'éducation pour les jeunes femmes. Ah oui, j'ai fait la connaissance de cette femme incroyable au détour d'une conversation avec un collègue professeur. Plus tard, j'ai succombé à ma curiosité et j'ai cherché ses textes dans les bibliothèques, dans les librairies ou chez des amis, comme on fait d'habitude. Autant vous dire qu'il est plus facile de la trouver dans les bibliothèques d'universités américaines que dans toute bibliothèque en Haïti. Sur Internet, j'ai pu trouver un peu de références académiques sur son travail, mais elles étaient souvent en anglais. Il a été très difficile de trouver en Haïti des personnes ou des productions écrites pour parler de son œuvre. Un vrai parcours du combattant pour glaner quelques critiques de son œuvre, mais on connaît. À l'impossible,
Nulle femme n'est tenue. Alors c'est parti. Marie-Thérèse Colimon-Hall naît en 1918 et grandit dans une famille moyennement aisée de la capitale, entourée de 5 frères et sœurs. Tous partagent le goût des études et de la littérature. Et la petite Marie-Thérèse publie déjà à 10 ans des auto-éditions de ses revues écrites et illustrées par ses soins. Plus tard, jeune femme, elle écrit ses premiers textes sous pseudonyme, par pudeur et par crainte de l'opprobre. À l'époque, il est impensable, voire honteux pour une jeune fille de bonne famille, de s'épancher dans les journaux sur ses désirs et déboires amoureux. Même à la manière de Hugo, de Musset ou de Baudelaire. Marie-Thérèse fait son entrée dans le monde des belles lettres par les salons littéraires où ses talents de diseuse et d'écrivaine finissent par trahir son nom de plume. Sa production écrite est aussi prolifique qu'éclectique. Entre 1949 et 1979, on recense 8 pièces de théâtre, un roman, 2 recueils de nouvelles, 2 recueils de poèmes, un essai et 16 articles académiques. Sa littérature est fortement imprégnée de l'histoire et du quotidien du peuple haïtien. Comme dans son unique roman, Les Fils de misère, pour lequel elle a obtenu le prix littéraire France-Haïtien en 1975, sa poésie et ses pièces de théâtre reflètent les souffrances et les déboires du peuple haïtien. Parmi ses œuvres, on peut citer La fille de l'esclave, une pièce patriotique, Marie-Claire heureuse, un drame historique, et Mon cahier d'écriture, choix de poèmes. Sa vie professionnelle et militante sont tout aussi importantes, mais patience. Nous les développerons tout à l'heure. Marie-Thérèse Colimon-Hall décède en 1979 des suites d'une longue maladie. C'est son héritage qu'il nous reste à préserver et à transmettre aux prochaines générations. Marie-Thérèse, c'est avant tout un engagement féministe louable, mais pas assez loué. Elle cofonde la Ligue féminine d'action sociale et la préside pendant 10 ans. Bon, critiquée pour diverses raisons de sa création, il a reproché à la Ligue notamment d'être un regroupement de petites bourgeoises désinvoltes, cherchant à tuer le temps et qui ne prennent pas en compte tous les aspects de la condition des femmes en Haïti. Malgré les critiques adressées à la Ligue, c'est en grande partie grâce au combat acharné de ses membres que les femmes haïtiennes accéderont au droit de vote en 1950. Et c'est aussi grâce à elles que de grandes avancées seront réalisées quant à l'accès à l'éducation pour les femmes. À la chute de la dictature des Duvalier, qui mit grandement à mal l'avancée du combat féministe en Haïti, d'autres associations de défense des droits des femmes se sont formées dans le sillage de la Ligue. Nous pouvons citer par exemple la Solidarité Femme Haïtienne SOFA, ou plus récemment Néguès Mahon. Dans son article intitulé « Les féministes haïtiennes et tous les combats », paru en 2019 dans la revue Ballast, la féministe Fanny Anouel énumère les réalisations de la première génération des féministes ainsi. La Ligue concentre ses activités dans la classe ouvrière et propose cours du soir, caisses coopératives populaires, conférences à travers le pays, création de bibliothèques, ouverture d'un foyer ouvrier, pétition aux instances concernées pour l'ouverture d'écoles pour jeunes filles, et réclamation de salaire égal pour un travail égal. La Ligue fonde le foyer de la Ligue pour jeunes femmes de la campagne. Le foyer d'accueil et de formation pour jeunes filles rurales et pour les mères Alice Garout, ainsi que le dispensaire Madeleine Sylvain. Elle fonde aussi un centre de santé qui assure toujours un support médical capital. Un éclair a traversé la nuit et la femme endormie se réveille soudain. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Et le sommeil a fui. Tout le jour, tout le temps, dans la rue, dans les champs, en quelque lieu qu'elle porte ses pas, qu'ils soient encore petits, accrochés à ses pas, ou qu'ils aient pris leur vol de par le monde au loin, c'est ce cri lancinant, c'est ce cri muet, c'est ce cri enrobé d'inquiétude, qui taraude son cœur, qui remplit sa journée, qui remplit sa veillée. Où sont les enfants? Où sont les enfants?
Ils sont tous là autour de toi, maman. Nous sommes tous là autour de toi, maman. Nul ne nous veut du mal. Où prends-tu donc cela? Mais elle, têtue, sans le dire à haute voix, répète au fond d'elle-même le cri toujours le même: où sont les enfants? Elle voudrait les porter au fond d'elle-même encore, comme la sarigue dans le fond du désert, les cacher dans ses flancs à l'abri de tout mal. Eux ne pensent qu'à courir, s'en aller loin, bien loin. Tout est danger pour eux, et menace et malheur. Oh, pourquoi refusent-ils de rester tout petits? Il pleut, le tonnerre gronde. Où sont les enfants? Il y a trop de soleil dans ce jardin vermeil. Ils vont tomber malades. Où sont les enfants? Il fait noir au dehors, il fait sombre, il fait froid. Ils vont attraper froid. Où sont les enfants? J'entends crier là-bas au milieu de la rue. Une voiture soudain a fait crisser ses pneus. Où sont les enfants? Des bêtes, de méchantes bêtes peuvent rôder par ici. Et des humains encore plus méchants. Où sont les enfants? Au bal, au cinéma, ils sont partis sans moi. Il se fait tard déjà. Où sont les enfants? Mon cœur est un coureur acharné à les suivre. Et ma pensée s'envole où qu'ils aillent, où qu'ils vivent. Je voudrais en mon sein les garder bien au chaud, comme avant leur naissance, oiseaux à peine éclos. Mais je suis là, bien seule. Et ma prière, la seule, monte avec une larme enfouie sous ma paupière. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Marie-Thérèse Colly-Monhal, Mon cahier d'écriture, choix de poèmes, Atelier Fardin, 1973. En plus de son apport au mouvement féministe haïtien, elle est une pionnière de l'éducation préscolaire dans le pays. Marie-Thérèse a démontré que faciliter l'accès à la connaissance et à la culture revient à conférer un pouvoir, surtout chez les jeunes femmes. En 1966, elle ouvre le centre de formation en éducation préscolaire avec Lucienne Rameau-Leroy, le premier centre de formation du genre. La première promotion compte 5 élèves, toutes des femmes. Le centre gagne en élèves à mesure que la qualité de l'enseignement se fait indiscutable. Autant l'éducation en classe maternelle est fondamentale pour tout le système scolaire du pays, autant il reste un secteur très peu pris au sérieux, et ce, jusqu'à présent. Le fait que 90% des personnes enseignant dans ce secteur sont des femmes ne doit pas y être pour rien. On refuse le titre de professeur à ces dames qui, même à plus de 70 ans, se retrouvent affublées du titre de mademoiselle ou dans le meilleur des cas, de jardinière. Marie-Thérèse pose les fondations d'une éducation pour tous. Le centre de formation en éducation préscolaire se fait un vecteur d'émancipation indéniable. Ces mêmes femmes, en plus d'acquérir une certaine indépendance financière, transmettent les savoirs, savoir-être, savoir-faire de base, nécessaires au développement psychomoteur et cérébral de tout écolier ou de futurs citoyens responsables. En 2006, c'est un total de 40 promotions qui sont formées aux méthodes Marie-Thérèse Colly-Monhal. C'est aussi grâce à elle qu'Haïti a eu sa section locale de l'OMEP, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire. Son travail académique est pléthorique. Il aborde le droit des femmes ou l'éducation de la petite enfance. Je pourrais citer l'émancipation de la jeune fille. Êtes-vous pour ou contre? Une communication présentée au Congrès national des femmes haïtiennes en 1950. L'essai pédagogique intitulé « Rencontre de points » André Mise et Nathalie. Au Jardin de l'enfance, ou l'article plaidoyer pour une école maternelle populaire en 1977, ou encore Bouquet d'hommage à Circe Douillon, sorti la même année. Titoton avait reçu au baptême le double prénom de Jean Léon. Mais à part sa marraine, vieille demoiselle pieuse qu'il ne voyait qu'une fois l'an, personne ne l'interpellait de ce prénom composé par trop français pour les lèvres créoles. Sa mère, cependant, conservait précieusement ces 3 syllabes dans son cœur. Pour elle, ce serait un jour, elle ne savait quand, un cri de victoire qu'elle lancerait plus tard, quand son rejeton deviendrait un monsieur. Alors, il n'y aurait plus de Titonton, mais un personnage important, un docteur, un député, ou même, qui sait, un président de la République, qui
promèneraient sur les pavés de la ville dans des voitures somptueuses, le front plein de pensées et les yeux perspicaces de ceux qui ont pénétré dans les profondeurs du savoir. Alors, tout le monde s'inclinerait bien bas devant le grand, le célèbre Jean-Léon Merci Dieu, et l'on se garderait bien de se rappeler l'existence lointaine d'un petit bout d'homme aux fesses rebondies sous une courte chemisette, d'un petit bout de nègre perdu au fond d'une cour, répondant au prénom commun et populaire de Titonton. En attendant de réaliser les rêves maternels, Titonton, bien planté sur ses jambes de 5 ans, était un solide gaillard plein de vie et de santé. Ah, quel joli petit nègre cela faisait, avec ses joues luisantes comme 2 bonnes caïmides violettes, ses yeux couleur de tamarin toujours furetant à droite et à gauche sous son front large et bombé, si d'intelligence, la Merci le savait bien, que surmontait une épaisse chevelure crépue, réfractaire au peigne le plus dur. La blancheur de ses dents pointues, plongeant dans une mangue juteuse, ses larges narines palpitantes, ses rebondissements de jeunes cabris lâchés, faisaient de lui un délicieux petit animal roi dont la vue seule ouvrait à la Merci des perspectives infinies. En lui, sa vie misérable trouvait enfin un aboutissement et un but. Ah, elle ne le laisserait pas lui échapper, celui-là, comme son aîné qu'elle avait perdu. Elle saurait le soigner, le garder, le chérir, en faire un homme. Fils de misère, chapitre 3, Marie-Thérèse Colly-Monhal, édition Caraïbes, 1974. Dans ce roman, Marie-Thérèse Colly-Monhal retrace la vie de la Merci Dieu, une femme qui lutte contre la pauvreté et l'adversité. Elle fait partie de ceux qui ne comptent pas, comme l'a décrit l'autrice. Autrement dit, ceux qui n'ont aucune prise sur les décisions politiques et macroéconomiques, qui pourtant dictent leur vie. La Merci est employée de maison auprès d'une famille bourgeoise et élève un fils. Pour permettre à ce fils d'étudier, elle est prête à tout sacrifier, celui de son intégrité physique comme celui de sa dignité. C'est le droit de passage pour sortir du déterminisme social. L'issue fatale du récit laisse le lecteur sans voix dans le plus total désarroi. L'article intitulé Asian Women's Fiction, publié en 1992, dans la revue Callaloo du Dr Marie-Denise Shelton, maître de conférence au Claremont McKenna College en Californie, nous éclaire sur les intentions et le style de l'autrice. Colly-Monhal a cherché dans ce roman à rendre hommage au courage et à la détermination de la femme haïtienne pour qui la vie semble un piège sans fin. Elle s'inscrit dans la tradition réaliste d'une tranche de vie. Elle observe avec précision des scènes variées de la vie haïtienne et les place devant nous avec une aisance informelle. Les personnages eux-mêmes sont bien développés, dotés d'une profondeur psychologique. Le langage utilisé par l'auteur est teinté d'humour, ce qui permet d'alléger les aspects tragiques de l'histoire et la réflexion sombre sur l'ironie de l'existence. En ce sens, elle renoue avec la tradition des contes créoles, qui délimitent un espace où le rire et les larmes sont inextricablement liés. Dans son recueil de 6 histoires courtes paru en 1979, Le chant des sirènes nouvelle, Marie-Thérèse aborde le thème de la migration sous toutes ses couleurs. Du point de vue de celui qui s'en va à celui de ceux qui restent, l'autrice aborde le déchirement interne que représente la nécessité vitale de fuir le malheur ainsi que la désillusion morbide de survivre en pays étranger. Par exemple, la nouvelle « Bonjour maman »,« Bonne fête maman » commence par la petite Dulcima Desilus, exclue de l'école pour ne pas avoir eu le cœur de suivre les ordres de son institutrice. Il faut dire qu'elle doit écrire une lettre pour la fête des mères à une maman qu'elle n'a jamais vue. L'autrice retrace le parcours des parents de Dulcina depuis son point de vue enfantin. Ses parents quittent la campagne aride de Port-de-Paix pour le Lot-de-Bois, alors que la fillette n'a que 8 mois. Durant 7 ans, sa grand-mère prend soin d'elle avant de recevoir l'ordre d'envoyer Dulcina à la capitale. Le temps de régler les formalités administratives devant être complété d'un jour à l'autre. La fillette imagine la belle vie de ses parents avec ses 4 frères et sœurs nés en exil. Elle les imagine faire du shopping, richement vêtus, le ventre plein. La directrice d'école a beau lui expliquer que ses parents sont réduits à faire des petits boulots de ménage et de concierge et que cela fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas payé l'écolage, mais Dulcina se persuade qu'ils lui enverront bientôt le billet d'avion qui l'amènera vers sa vraie vie à l'étranger. La vignette se poursuit sur les mots déchirants de la petite fille, devenue adolescente.
Oh, maman chérie, cela fait 7 ans. Désira, mon Dédé. Cela fait 7 ans que je pourris dans cet exil, loin de tous les miens, ceux d'ici comme ceux de là-bas. 7 ans que j'attends impatiemment votre appel. Je ne veux pas croire que vous m'avez oublié. Ne suis-je pas votre enfant comme les 4 autres? Je n'en peux plus d'attendre le moment où j'irai vous rejoindre tous. Je n'aspire qu'à cela. Je ne vis que pour cet instant. Je vais bientôt avoir 15 ans et je me sens sur le point de haïr tout le monde à cause de cette attente interminable. Je hais déjà mes petits frères et sœurs qui ont volé ma place auprès de vous et qui sont nés et qui vivent sur cette terre bénie de là-bas. Je hais cette directrice d'école, ces maîtresses qui veulent me forcer à travailler alors que ma pensée est bien loin de la salle de classe. Je hais ces compagnes d'études qui ont un père et une mère vivant à côté d'elle. Oh, comme il doit être doux de recevoir des taloches des mains de son père. Oh, maman Désira, je vais avoir 15 ans et je n'ai pas connu les baisers de ma mère. Je ne sais pas comment sont faits les visages de mon père et de ma mère. J'ai envie de me montrer dure et méchante. J'ai envie de déchirer, de détruire et de mordre. Bonjour maman, bonne fête maman. Marie-Thérèse Colly-Monhal, Le chant des sirènes, nouvelle, édition du Soleil, 1979. Dans une autre nouvelle intitulée La Revanche, la narratrice Adrienne Sarti est une institutrice, mère célibataire livrée à elle-même, qui souhaite se rendre aux États-Unis pour tenter sa chance. La lettre adressée au consul est d'une candeur poignante. Chez l'oncle Sam, elle troquerait son diplôme et son expérience d'enseignante pour un tablier de servante. Elle avoue toutes ses dettes contractées pour constituer son dossier et implore la magnanimité du fonctionnaire américain. Comme cette nouvelle écrite il y a plus de 40 ans reste actuelle pour bon nombre de postulants au visa aujourd'hui. Et si on laissait Marie-Thérèse Colly-Monhal nous la lire? Pan American World Airways annonce l'arrivée de son vol 427 en provenance de Miami. L'aéroport frémissait comme une forêt dans les minutes qui précèdent l'averse. Des pas rapides glissaient sur le parquet. Des appels lancés çà et là se mêlaient au ronflement des moteurs sur la piste proche. Et les sanglots rentrés, les adieux bruyants, les recommandations larmoyantes composaient une étrange rhapsodie. Il y en avait qui partaient tout simplement. Il y en avait qui s'envolaient. Il y en avait qui s'enfuyaient. Il y en avait qui fuyaient. Celui-ci, le chômage et la misère. Celui-là, les échecs et les déceptions. Celui que les siens embarquaient de force parce qu'il donnait vraiment trop de fil à retordre, côtoyait celui qui s'en allait quérir le diagnostic de l'espoir, le remède de la dernière chance. Celui qui cherchait un endroit éloigné pour cacher sa hante se tenait auprès de celui qui s'en allait puiser à la source même de la science. Ceux qui trompaient tout le monde et les indifférents et leurs proches en prétendant partir pour de courtes vacances alors qu'ils savaient bien s'en aller définitivement. Ceux qui avaient faim, ceux qui en avaient marre, ceux qui n'avaient rien, ceux qui en avaient trop, ceux qui avaient tout vendu, ceux qui s'étaient vendus, ceux qui possédaient des choses à vendre et qu'ils allaient offrir aux hommes blancs chez eux, ceux qui avaient volé de l'argent pour mieux voler dans les airs afin de pouvoir enfin là-bas voler de leurs propres ailes. Beaucoup étaient passés le matin même à leur bureau ou atelier, signer le registre de pointe, se faire voir, vacant tranquillement à leur poste, afin que jusqu'au dernier moment, l'on ne sût pas qu'ils s'en allaient. Tout le monde le sait, tant que l'on n'a pas mis le pied dans l'avion, l'on n'est pas certain de partir, et le moindre fétu de paille peut entraver la mirifique envolée. Aussi, motus et bouche cousue jusqu'à leur hache. Sinon, adieu vos vaches cochons couvés. Les envieux vous mettent des barrières, et vous voilà vissés au sol natal, ayant de plus perdu votre pitance, car au bruit de votre départ, votre employeur avait mis fin à vos services. Certains s'étaient endimanchés pour aller à la noce de leur, comme pour aller à la noce de leur petite cousine. Costume gros pot, talons qui quittent. D'autres
affichant le mépris de l'habit du départ, montrait le laisser-aller de gens habitués à voyager et qui ne s'en font plus. Il y en avait qui, avertis ou prudents, portaient sur le bras de lourds manteaux. Mais il y en avait d'autres qui, insouciance ou ignorance, s'en allaient tête nue, légers et courvêtus, mettre pied à terre en plein cœur de l'hiver. Il y en avait qui partaient en quête d'un titre ou d'un nom. Il y en avait qui désiraient noyer les leurs dans le grand trou de l'anonymat. Il y en avait qui parlaient l'anglais comme Shakespeare lui-même. Et il y en avait qui signaient d'une croix. Dans un coin se terraient, se ratatinaient, se recroquevillaient ceux dont les papiers n'étaient pas en règle. On leur avait dit qu'ils devaient, une fois arrivés là-bas, mener une vie clandestine. Et prenant ce conseil à la lettre, ils commençaient depuis la terre natale à se faire tout petits, à s'exercer à passer inaperçus. Ceux qui s'étaient mariés, ceux qui allaient se marier, celles qui partaient décidées à se faire un enfant, la garantie numéro 1 pour la résidence. Celles qui reniaient tout et mari et enfants. Tout cela dans l'unique but de se faire accepter, admettre en terre promise. C'était donner rendez-vous dans la vaste antichambre du pays convoité, l'aérogare. Quelques-uns envisageaient avec appréhension le voyage en avion, d'autres affectaient des allures désinvoltes face à l'oiseau d'acier, symbole de leur destin. Mais tous, pauvres et moins pauvres, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, tous portaient l'espoir au fait de leurs rêves. Tous, en somme, voyaient se profiler au bout de leur envol de l'autre côté de l'Atlantique le plat de lentilles. Le chant captivant des sirènes le leur promettait sous toutes les formes. Et ces hommes et ces femmes, dociles à ces voix enchanteresses, se lançaient à la poursuite de ce plat mirifique qui les rassasierait à jamais. Le plat de lentilles, Marie-Thérèse Colimon-Hall, Le chant des sirènes, nouvelle, édition du Soleil, 1979. Le docteur Shelton, au sujet du recueil de nouvelles, précise « Toutes ces histoires sont des vignettes ciselées avec art, illustrant les contradictions de la diaspora haïtienne. Ce qui ressort de ce recueil, ce sont des images de fragmentation, de séparation, de détresse morale et économique, de pertes humaines, mais aussi d'espoir vain. Le voyage semble rempli de possibilités, de récompenses anticipées et de bonheur. Cependant, Colimon-Hall, mêlant l'intime et le social, le dramatique et le comique, raconte les histoires d'exil, de désillusion et de misère. Tout Haïtien compte parmi les siens. Un parent, un ami, un collègue, un voisin, voire un employé. Ce migrant se risquant au bot people. Ainsi, le titre du recueil, Le chant des sirènes, est hautement polysémique. Il y a d'abord une référence à Charybée et Scylla, deux sirènes de la mythologie antique. Perchées sur une falaise, leur chant enjôleur attire les marins à faire cap vers elles et à finir dans les rochers. Ce titre est comme une mise en garde, ne pas succomber aux sirènes du lot de bord. Dans notre imaginaire collectif, nous retenons les gravures de naufrage, autant de sacrifices humains à la déesse sirène Simbi. Nous nous rappelons ces contes parlant de bêtes aquatiques malicieuses qui, pour se divertir un temps, enlèvent l'être aimé. Enfin, nous ne pouvons être que saisis par le caractère cyclique de l'histoire. Ces traversées contemporaines nécessaires font écho aux avancées forcées de nos ancêtres et visent le même but, réduire le plus vulnérable à la servitude. Marie-Thérèse Colimon-Hall est une femme accomplie dans au moins 3 aspects de sa vie d'enseignante, sa vie de militante, sa vie d'écrivaine. Paradoxalement, aussi impressionnant qu'est son parcours, son héritage plonge graduellement dans l'oubli, faute d'intérêt académique pour ses productions, faute de disponibilité de ses textes en Haïti, faute à toi, à moi, de ne pas parler davantage de son œuvre. Mais que va-t-on apprendre à force de fermer les yeux ? Ces témoignages de la vie en Haïti dans la seconde moitié du XXe siècle, ces avancées au sujet de l'éducation de la petite enfance, ces combats en faveur d'un monde plus juste pour les femmes, mais aussi pour tous les êtres humains.
Eh bien, en attendant de l'avoir cité dans les curricula et bibliographies scolaires et universitaires, une chose est sûre, vous ne vous demanderez plus au sujet de Marie-Thérèse Colly-Monhal, de qui s'agit-elle ? Narration, Mélissa Béralus. Écriture de l'épisode, Mélissa Béralus et Judith Michel. Réalisation et mixage, Marc-Elder Laurentus. Lecture des textes, Marie-Thérèse Colly-Monhal, Negrescola. Illustration, Carlens Desroches. Édition et direction artistique, Judith Michel. Production, Omanum et Aibo Post.